Vous m'entendez bien? Parfait, très bien. Bon, alors débutons, si vous le voulez bien, par une présentation de l'actualité du secteur social et médico-social dans son ensemble. La première chose que je voudrais vous indiquer, c'est que le secteur est à un moment de son évolution en termes de règles de gouvernance publique et dans un stade donc particulier de son évolution parce que nous assistons à un renforcement considérable des pouvoirs de contrôle et d'impulsion des administrations sur les activités des établissements. Au gré des dernières réformes qui sont intervenues sur l'évaluation, sur le droit des autorisations également, et sur le droit du projet d'établissement, aujourd'hui, la situation est en rupture par rapport à l'état historique antérieur. Je vous rappelle que précédemment, un organisme gestionnaire, lorsqu'il était titulaire d'une autorisation de 15 ans, de manière générale, euh, disposait d'une totale liberté pour la définition de son projet d'établissement. C'est-à-dire que lorsque l'établissement était autorisé, il était en considération d'un projet d'établissement, mais par la suite, tous les 5 ans, au gré des évolutions de l'activité, et puis parce que le délai de 5 ans est obligatoire pour les mises à jour de projets d'établissement, l'organisme gestionnaire était libre de faire évoluer ce projet d'établissement. À l'heure actuelle, et compte tenu des dernières réformes dont je vous ai parlé, la situation a un peu changé puisque ce que j'appelle moi les étapes clés de la vie d'un établissement sont toutes synchronisées sur une périodicité unique, qui est la périodicité de 5 ans. 5 ans pour ce qui concerne la durée des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, des CEPOM, 5 ans toujours pour la périodicité des projets d'établissement, 5 ans pour le rythme d'actualisation des schémas, et 5 ans également pour le rythme de l'évaluation. Pourquoi ces étapes clés sont-elles aujourd'hui capitales au regard de cette périodicité quinquennale? Eh bien, tout simplement parce que désormais, il est possible qu'un schéma soit modifié, que sur la base de ce schéma, les pouvoirs publics euh, adoptent une vision qui est la leur de ce que doivent être les activités réalisées. Sur la base de ce point de vue de la puissance publique, des objectifs peuvent être assignés dans le CEPOM pour faire évoluer les activités des établissements. Ce qui veut dire du coup que parmi les objectifs du CEPOM, on peut trouver des attentes en matière de modification du projet d'établissement. Ce qui veut dire que du coup, c'est la puissance publique qui pilote les évolutions du projet d'établissement. Éventuellement, si c'est nécessaire, cela peut se traduire aussi par un ajustement du règlement de fonctionnement, même si par rapport au sujet de la gouvernance publique, c'est sans doute un peu moins important. Et puis, à l'échéance des 5 ans, intervient l'évaluation nouvelle formule que vous connaissez maintenant et qui permet en fait de vérifier si les objectifs fixés dans le CEPOM ont bien donné lieu aux modifications dans le projet d'établissement et ont produit des effets. C'est en ça que l'évaluation présente un intérêt pour assurer une sorte de cohérence de ce dispositif, cette espèce de roue que vous voyez à l'écran, de sorte qu'aujourd'hui, avec cet enchaînement de périodicité quinquennale sur les étapes clés des établissements, les pouvoirs publics, en fait, ont le pouvoir sur la définition des activités. Ça, c'est un point qui est important, parce que ça traduit une tendance qui est une tendance plus globale en matière de gouvernance publique du secteur social et médico-social. Les pouvoirs publics renforcent leur pouvoir d'impulsion et de contrôle et maîtrisent de manière de plus en plus intime euh, les activités et leur évolution dans le temps. Ça me paraissait important de resituer, si vous voulez, ce que je vais vous présenter en termes d'actualité dans un contexte qui est un contexte du renforcement de la mainmise des pouvoirs publics sur les activités. Je vais, dans ma présentation, suivre un plan arbitraire, hein, mais qui est le plan que nous donne le Code de l'action sociale et des familles, en examinant successivement différents domaines.
le domaine de la planification, le domaine des autorisations, le domaine des droits des personnes, le domaine du droit des activités. Quand je parle de droit des activités, c'est tout ce qui concerne la mise en œuvre des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements. Ça concerne aussi un certain nombre d'éléments qui sont des surcroîts d'exigence des pouvoirs publics qui s'imposent aux établissements, notamment dans le cadre de textes réglementaires. Et donc, je vais assurer, je dirais, un peu ce panel de description en suivant ce plan, qui, encore une fois, est le plan qui figure dans le livre 3 du Code de l'action sociale et des familles. S'agissant de la planification, l'élément essentiel, c'est celui que vous voyez marqué à l'écran, c'est la prise en compte des schémas dans le projet d'établissement. En effet, à l'occasion de la dernière réforme qui est intervenue sur la définition et le contenu du projet d'établissement, il est maintenant explicitement indiqué que le projet d'établissement doit notamment mentionner les conditions et les modalités sous lesquelles il doit intégrer les éléments qui sont contenus dans les schémas. Attendez, je vais un petit souci. Ça n'enchaîne plus. Attendez, excusez-moi, je vais passer à la diapo suivante, mais je ne pas résiste. Comment ça fait simple. Voilà, oui, parce qu'il y a une autre fiche. Voilà. J'en viens maintenant au droit des autorisations. Vous savez sans doute que depuis le 1er janvier 2024, des modifications s'appliquent en matière de droit des autorisations. En particulier, désormais, les mentions qui étaient faites dans les arrêtés d'autorisation et qui servaient à désigner les catégories de public, notamment au regard de la lourdeur du handicap ou des troubles associés, des éléments de définition ont disparu de plein droit des autorisations. C'est une modification législative de 2022 qui est entrée en vigueur le 1er janvier et qui fait que, d'une certaine manière, le libellé de vos autorisations est purgé des références qui sont faites à des publics, à des critères populationnels particuliers, notamment au regard de la lourdeur du handicap ou de la nature des troubles. Excuse-moi, Olivier. Oui. Vous levez la main parce que des fois, je trouve que c'est pas hyper clair. Parce qu'en fait, ça passe pas, la connexion n'est pas optimale. Donc, Oui. il ne faut pas hésiter à lever la main et à demander de reprendre. Parce que bon, il y a des choses comme moi, j'ai déjà entendu, donc ça va. Et je comprends où il veut en venir, mais je me dis que pour vous, c'est peut-être pas évident parce que c'est clair à ton propos, Olivier. Hein. C'est juste les coupures, les mini-coupures. Donc, si on pouvait reprendre peut-être sur le premier point, parce que la première partie, bon, on a compris qu'il y avait prise en compte des schémas dans les projets d'établissement. Par contre, pour reprendre la simplification des autorisations, s'il te D'accord. Et ce plaît. que je vais faire, du coup, puisqu'il y a des coupures, je vais m'exprimer un peu plus lentement pour que ce soit peut-être plus clair. Donc, comme OK. je vous disais, euh, une réforme du droit des autorisations qui est intervenue en 2022 et qui a pris effet le 1er janvier dernier, fait en sorte que désormais, de plein droit, les mentions qui peuvent figurer dans les autorisations des établissements et qui désignerait des critères populationnels, catégories, des caractéristiques de population accueillie ou accompagnée, et notamment des définitions particulières de lourdeur du handicap ou de niveau de trouble, sont effacées. La loi, en fait, depuis le 1er janvier 2024, simplifie en quelque sorte le contenu des autorisations en gommant, si vous voulez, toutes les références faites euh, à des critères populationnels particuliers au sein de la population générale que vous êtes, enfin, que les établissements sont censés accueillir compte tenu de leur catégorie. Et puis donc par ailleurs, la description des troubles et des niveaux de handicap pareil. Cette réforme du droit des autorisations s'inscrit dans une perspective plus large qui a été donnée notamment dans un rapport de l'inspection générale des affaires sociales. Et ce rapport de l'IGAS préconise une évolution de la législation, donc c'est une proposition qui est faite au gouvernement, de simplifier encore davantage
le droit des autorisations dans le champ du handicap. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux pour personnes handicapées, vous voyez les ESSMS-PH. L'idée de l'IGAS, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul type d'autorisation qui concerne l'ensemble des établissements et services pour personnes en situation de handicap, et ce, afin de fluidifier, de simplifier, de favoriser des redéfinitions d'activités, et notamment, même si cette démarche s'est déjà engagée, pour favoriser le développement des plateformes. Vous avez dû en entendre parler, je vais en reparler dans quelques instants. Nous sommes aujourd'hui dans une logique qui est une logique d'abandon progressif de la conception traditionnelle des établissements et services au profit d'une logique de parcours qui fait en sorte que les personnes accueillies ou accompagnées, au gré de l'évolution de leurs besoins dans le temps, peuvent bénéficier ou puissent bénéficier d'un certain nombre d'évolutions, d'adaptations des modalités de prise en charge. L'idée de la plateforme, c'est que un établissement peut assurer de l'accueil de jour, peut assurer de l'hébergement, mais il peut aussi, il doit même, en tout cas dans le champ du handicap enfant, proposer d'autres modalités d'intervention, et notamment sous forme de modalités ambulatoires, hein, comme les services d'éducation spécialisée et de soins à domicile, les CESAD. On retrouve d'ailleurs aussi un peu la même logique s'agissant des établissements pour adultes avec les services d'action médico-sociale pour les personnes adultes handicapées, les SAMSA. La logique de déploiement plutôt des dispositifs pour l'heure est concentrée sur le secteur enfant, avec les dispositifs des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, les DITEP, mais également les dispositifs des instituts médico-éducatifs, qu'on appelle maintenant des DIM ou des DAM. Donc, c'est un développement, si vous voulez, de forme d'alternative qui est proposé dans un contexte plus global, un contexte international, qui est le contexte de ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation. Déjà en entendre parler. La désinstitutionnalisation, c'est un concept qui provient de la Convention internationale des droits des personnes handicapées de l'ONU, la CIDPH. Cette convention fait l'objet d'interprétation de la part de l'ONU, et à cet égard, l'ONU a adopté un document interprétatif, date, sauf erreur de ma part, du 7 septembre 2022, et qui s'appelle les lignes directrices pour la désinstitutionnalisation. L'idée de ces lignes directrices, c'est de considérer... C'est bon. Olivier, 2 minutes. Tu peux reprendre, s'il te plaît, on n'a pas entendu le titre. Je parlais donc de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, c'est ça? Oui, oui. De l'ONU, qui institue un concept, qui est le concept de désinstitutionnalisation. Désinstitutionnalisation. Voilà. Et cette désinstitutionnalisation part du principe que une personne accueillie ou accompagnée par un établissement ou un service social et médico-social est, a priori, de manière indiscutable, victime d'une forme de ségrégation ou de discrimination. La logique, c'est que le handicap, du point de vue de l'ONU aujourd'hui, constitue une situation dans laquelle une personne est freinée, j'allais dire, dans l'accès aux droits communs. La situation de handicap en fait une personne... On t'entend plus. On t'entend plus. On t'entend plus. C'est loin, je ne sais pas pourquoi. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, c'est encore moins. Il y a un souci. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vas-y. Je suis sûre que ce n'est pas de ton côté. Moi, de mon côté, tout va bien. Mon micro mais c'est bon.
Ouais, parfait. Là, on t'a retrouvé. Oui, il y avait une coupure sur le Ah, son. je suis content de vous retrouver. Alors, donc la désinstitutionnalisation, j'y reviens. Donc, c'est une notion, comme je vous le disais, qui émane de la Convention internationale des droits des personnes handicapées de l'ONU. Cette notion est la suivante. L'ONU considère que toute personne accueillie ou accompagnée par un établissement ou un service social et médico-social est par nature une personne qui subit une discrimination. Et alors, sur ce plan, la Convention internationale et surtout son interprétation par les lignes directrices de 2022 euh, décrivent l'ensemble des établissements et services du secteur médico-social et les désignent comme étant par nature des lieux de relégation, des lieux de ségrégation, qui marquent en quelque sorte les personnes en situation de handicap d'une forme de discrimination par rapport au droit commun. Ça veut dire quoi? Ce qui Ouais. veut dire que préconise l'Organisation des Nations Unies, ce serait progressivement la suppression pure et simple des établissements et des services et leur transformation et le réemploi de leur budget pour financer ce que l'ONU appelle des services de soutien en milieu ordinaire de vie. Donc, c'est la raison pour laquelle l'État français, à l'heure actuelle, insiste sur la nécessité de fonctionner non plus sur un mode classique de type établissement ou service, mais fonctionne plutôt sur le mode de la plateforme. Plateforme qui associe donc des modalités d'intervention, j'allais dire traditionnelles, avec des modalités ambulatoires plus développées et la possibilité pour les personnes en situation de handicap de passer d'une intervention en accueil de jour ou en hébergement à un moment donné qui est nécessaire pour le parcours vers des formes qui sont des formes ambulatoires. Donc voilà l'idée de la plateforme qui est issue de cette notion de désinstitutionnalisation parce que l'État français, depuis plusieurs années, est rappelé à l'ordre régulièrement par l'ONU, considérant que le système français n'est plus en phase avec ce que sont les définitions internationales sur la question du handicap. Plus globalement, cela signifie que notre droit aujourd'hui est en décalage pour ce qui est de la définition du handicap. Notre système, qui repose sur la loi du 11 février 2005, part d'une définition du handicap qui est une définition qualifiée de personnelle, individuelle, qualifiée aussi de médicale, puisque la définition, la description du handicap, notamment à l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles, donc issu de la loi de 2005, est une définition qui fait référence à des notions de troubles, à des notions de handicap liées à un état de santé, alors que la définition du handicap qui est donnée aujourd'hui par l'ONU est une définition qu'on appelle sociale, qu'on appelle également droit de l'homiste, et qui est une définition qui repose sur l'idée que finalement, ce qui est important, ce n'est pas tant de déterminer les causes, l'étiologie du handicap du point de vue médical, mais il s'agit plutôt de prendre en considération la situation des personnes pour lutter contre toute forme de discrimination et pour permettre l'accès au droit commun, au dispositif de droit commun. C'est notamment ce qu'on est en train de voir se développer dans le champ du travail protégé avec ce qu'on appelle le plan de transformation des ESAT, des établissements et services d'aide par le travail. Cette logique de plateforme et de logique de parcours est renforcée aussi par le fait que la législation a modifié l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles en ajoutant aux missions traditionnelles des établissements une mission d'accompagnement des personnes dans les parcours et pas seulement les missions d'accueil ou d'accompagnement dans le cadre, on va dire, des activités traditionnelles des établissements et des services. Alors, ensuite, on a une modification toujours dans le champ du droit des autorisations qui concerne le régime de la déclaration de changements importants. Alors, de quoi s'agit-il?
L'article L313-1 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que lorsqu'un établissement a reçu une autorisation, dès l'instant qu'une modification importante dans les conditions d'activité intervient, l'organisme gestionnaire a l'obligation de déclarer ces changements importants à l'administration. Ça, c'est un principe qui existe au moins depuis la loi de 2002. Le principe lui-même n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que désormais, l'administration, lorsqu'elle est destinataire d'une déclaration de changement important dans les conditions d'activité, dispose d'un pouvoir de décision en quelque sorte, puisqu'elle peut manifester une opposition au changement qui est annoncé et donc demander à l'organisme gestionnaire de faire marche arrière à partir du moment où elle considère soit qu'il y a une violation des règles du Code de l'action sociale et des familles, qui paraît plutôt théorique, hein, puisqu'en principe, il ne devrait pas y en avoir, soit lorsqu'il y a une violation des critères de légalité des autorisations. Et ça, c'est plus important parce que je vous rappelle que parmi les critères d'autorisation prévus dans le Code de l'action sociale et des familles, il y a notamment des critères de compatibilité avec les prévisions du schéma et de compatibilité avec les niveaux de financement. Donc là, on a un facteur qui est plus important qui permet à l'administration de prendre une part plus active à la direction des activités dans la logique que je vous ai décrite en introduction. Et puis, les changements importants peuvent également être refusés par l'administration si elle considère que ces changements sont de nature à faire peser un risque sur la qualité de la prise en charge des personnes ou sur le respect de leurs droits. Également, désormais, l'administration dispose d'un droit d'opposition si le changement important qui est déclaré consiste en fait dans un changement de pouvoir, un changement d'organisme gestionnaire, et donc un changement de personne juridique, personne morale qui exerce le pouvoir sur la vie des établissements. C'est une disposition qui a été introduite après l'affaire Orpea et qui permet désormais à l'administration de considérer qu'un changement d'organisme gestionnaire, alors la logique concerne plutôt les groupes d'EHPAD à but lucratif, mais en cas de prise de contrôle d'une société gestionnaire par une autre société holding, eh bien, l'administration peut s'opposer à la cession d'autorisation. Il n'est pas une vraie cession d'autorisation au sens où l'autorisation ne change pas de nom de titulaire. Simplement, c'est la personnalité du titulaire qui change. Dans les groupes lucratifs, ça veut dire qu'en fait, on a un changement d'actionnaire. L'administration peut s'opposer à cela. Et puis, une précision est apportée par la nouvelle législation qui tient au fait que si le changement important concerne un périmètre d'activité qui touche plusieurs départements ou plusieurs régions, à ce moment-là, le changement important doit être déclaré non pas au niveau des administrations compétentes de chaque établissement ou service, mais elle doit intervenir au niveau des autorités administratives qui sont compétentes à l'égard du siège social. Voilà. Donc ça, ce sont des changements qui sont relativement importants sur la notion précisément de changement important. Vous m'entendez bien? Nickel. On t'entend très bien. Bon. Et là, le rythme, le début de parole est nickel. Bon, ben je reste comme ça alors. Absolument. Voilà, j'en viens maintenant à la rubrique qui concerne les droits des personnes accueillies accompagnées. Petit point d'ordre néanmoins, si tu permets. Est-ce que tu souhaites terminer les parties pour les questions ou comment tu veux C'est comme ça vous arrange. D'accord. Bah, écoute, ça va créer du rythme, donc on va prendre quelques questions et puis s'il y en a trop, je vais arrêter pour qu'on puisse continuer et puis on les posera à la fin. Très bien. Est-ce qu'à ce stade, oui, j'en ai une, c'est pour ça. Ah. Oui, lorsque la prise de contrôle concerne un département comme le nôtre, qui est département région, Oui. est-ce que le pouvoir d'opposition de l'administration pourra s'exercer? Alors, on est outre-mer dans une situation particulière dans la mesure où on peut avoir effectivement une organisation administrative qui est propre
à l'outre-mer, ce qui veut dire qu'on est à la fois département et région. Ce qui veut dire que, pour le coup, en ce qui concerne la Guadeloupe, la déclaration des changements importants, en fonction de la nature des établissements concernés, sera adressée soit au conseil départemental, soit à l'agence régionale de santé. Soit éventuellement, si on est dans le secteur social, j'allais dire pur, c'est-à-dire notamment dans le champ de l'exclusion, dans le champ de certaines autres catégories d'établissements qui mobilisent la compétence du préfet, le changement important sera déclaré au niveau des services du préfet, c'est-à-dire au niveau de la DETS-DRETS. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur? Parfaitement. Très bien. Oui, merci. Autre Parfait. question? On continue? On poursuit. Merci. On poursuit.